On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit le candidat du Parti conservateur dans Saint-Jean, Stéphane Guinta. Vous savez que l'élection fédérale va peut-être se tenir au printemps ou au plus tard à l'automne prochain. Du côté NPD et du Parti libéral, les candidats sont déjà connus. Mais cette fois, on connaît le candidat du Parti conservateur de M. Harper. Il s'agit de Stéphane Guinta. Mais d'abord, on continue bien sûr notre tournée des conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait plus d'un an maintenant que le conseil est élu. Il y a du nouveau monde, notamment le cas de Yann Langlois dans Prévert-Normandie-Ouest. On le reçoit à l'instant. Depuis un peu plus d'un an maintenant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un nouveau conseil municipal, un nouveau maire. La moitié du conseil a été renouvelée. Nous, ici, depuis quelques semaines, on fait un peu le tour et on réinvite à tour de rôle les conseillers municipaux. C'est au tour aujourd'hui d'Yann Langlois, qui représente le quartier Prévert et Normandie-Ouest. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Un an plus tard, avez-vous encore cette candeur et cette naïveté d'un nouveau conseiller avec des attentes et des rêves, ou est-ce que la réalité nous a un peu rattrapés? Je pense qu'il faut garder ces rêves-là, cette candeur-là, puis ça, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'il y a certaines réalités qui nous rattrapent ça aussi. Mais après un an, je pourrais vous dire que non, il faut garder ces rêves-là. Je pense que l'objectif, c'est pas de penser dans l'année. L'objectif, je pense, aujourd'hui, d'un bon conseiller dans le futur, c'est de penser justement dans pas juste son mandat. C'est sûr qu'on lègue un 4 ans. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on lègue aussi pour les 10 puis les 15 prochaines années. En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment ce que j'essaie de faire le plus possible. Quelles étaient vos attentes en arrivant? Autrement dit, est-ce qu'il s'est passé des trucs que vous avez fait « Hey, wow, je pensais pas qu'on pouvait faire ça » ou à la limite être déçu de d'autres dossiers, malheureusement, où ça n'a peut-être pas bougé comme vous l'auriez souhaité? C'est sûr que on a des attentes lorsqu'on fait le porte-à-porte initialement. On veut que les choses se produisent beaucoup plus rapidement, souvent, que la réalité. On aimerait que tout change en dedans d'une semaine ou un mois, sauf qu'on a certaines contraintes, certaines réglementations à respecter. Fait que c'est sûr que ça l'a amené un peu plus de lenteur dans ce que je m'attendais. Okay. Et en même temps aussi, ça m'a permis, je te dirais que mon expérience actuellement, dans mon année, ça m'a permis aussi de voir quelque chose, vraiment d'aimer de plus en plus le travail de conseiller et aussi le pouvoir qu'on a de donner une ligne directrice à une ville. Avec des mandats, on a des mandats importants. On a soit le choix de s'enfarger dans des petits détails, c'est sûr que ça fait partie du travail, mais c'est surtout, nous, de donner une ligne directrice sur les enjeux importants de la ville dans notre mandat. Qu'est-ce qui vous surprend le plus en un an? Qu'est-ce qui me surprend le plus? Ce qui me surprend le plus, c'est de m'asseoir à l'intérieur même d'un conseil, de voir des gens au niveau de la ville, des gens aussi qui ont à cœur la ville. C'est sûr qu'à l'intérieur même, souvent, on a de l'extérieur, on a toujours cette vision-là, très critique. Puis c'est correct aussi. Hein. Je pense que le citoyen a le droit de critiquer ce qui se passe, puis il a le droit de dire son opinion. Ouais. Mais dès l'intérieur, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui tiennent à cœur la ville. Malgré le peu d'expérience que vous avez comme conseiller municipal, en un an de travail, avez-vous quand même l'impression d'avoir pu contribuer dans certaines décisions, d'avoir éclairé ou orienté certaines décisions, parfois des petites ou des grosses décisions? Il n'y a pas de petites ou de grosses décisions, là, mais avez-vous l'impression donc d'avoir pu mettre votre grain de sel là, dans... Oui. Lorsque je suis rentré, c'est sûr que l'expérience que j'ai de travail habituellement m'amène à travailler avec des gens. J'ai pas l'habitude de ne pas travailler avec plusieurs directeurs d'entreprise, dirigeants d'entreprise, dans certaines autres formes de conseils. Ça m'a permis tout de suite de faire ma place. Non, j'ai des choses que j'ai réalisées dans cette année, je peux dire 2014, qui pour moi, dans ma première année de mandat, sans expérience, je peux dire que je suis très fier. Bon, on dit souvent dans le monde de la santé qu'il faut replacer le patient au cœur du système. Vous qui émanez du commerce de détail, même chose pour le nouveau maire, M. Fecteau, qui arrive aussi du commerce de détail. Avez-vous l'impression qu'on a replacé le citoyen comme un vrai client qui reçoit des services? Mais moi, je pense que c'est ça le mandat. Je pense qu'il faut mettre... il faut juste jouer, il faut juste faire attention, mais il faut mettre le citoyen qui, lui, bien, comme vous et moi, on paie des taxes ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on y demeure. On a un droit à ces services-là. On a le droit de dire qui on est, ce qu'on a de besoin. Puis nous, comme conseil, c'est de donner... puis à partir de là,
de donner un peu, comme je répète encore sur la ligne directrice, mais de dire, OK, c'est là ce qu'on s'en va. Voici nos importances. Notre importance, c'est l'environnement, c'est l'économie, c'est le centre-ville. Mais à partir de là, les gens voteront pour qu'est-ce qu'on va représenter dans cette lignée-là. Mais d'abord et avant tout, il faut répondre aux besoins du citoyen. Ça, c'est sûr et certain. Comment vivez-vous la joute politique? Parce que on arrive dans un nouveau conseil avec un nouveau maire. Il y a 2 équipes, le Vision Le Grand, Parti Fecto, il y a un indépendant. Il y a vous qui étiez élu sous la bannière de l'équipe Alain Laplante. Bref, Ouais. il y a toutes sortes d'intérêts, d'enjeux. Il y a eu une campagne électorale. Il y a eu des engagements de part et d'autre. Comment vivez-vous à l'intérieur de cette joute politique? C'est passionnant. Je peux vous dire que Ouais. cette partie-là est passionnante. Tous ces enjeux-là politiques sont très similaires. Si vous avez fait sûrement l'étude de l'ensemble des mandats ou l'ensemble de toutes les équipes, il y a des enjeux, il y a des similitudes. Donc, non, il n'y a pas tant de différence. Il y a des équipes différentes, il y a des lignes directrices qui sont différentes, mais dans le fondement même, il y a des idées qui sont similaires. Alors, tu gardes, et mon travail à moi, je crois que c'est de garder la ligne directrice de mon parti pour lequel que le citoyen m'a élu, de garder cette ligne directrice-là, mais souvent, à l'intérieur même du conseil, il y a des idées qui sont très similaires avec d'autres partis. Donc, c'était un peu ça l'objet de ma question. Vous sentez-vous un peu lié par le programme pour lequel donc, vous défendiez sous la bannière de l'équipe Alain Laplante? Oui, oui, je me sens lié puisque, comme vous avez dit tantôt, puis je reviens là, je me sens lié, mais pas attaché. Il y a une grosse différence pour moi entre lié et attaché. Lié veut dire que c'est un lien direct pour lequel le citoyen a voté pour moi lors de l'élection en 2013. Mais à partir de là, il faut que je regarde et je conserve cette ligne directrice-là. On le sait, évidemment, à chaque conseil, Alain Laplante enquiquine le maire joyeusement. Ça aussi, ça fait partie de la joute politique. Vous sentez-vous mal à l'aise ou embêté de cette situation-là, de voir Alain Laplante, donc, qui vient à chaque conseil argumenter avec le maire? Est-ce que ça vous met dans une position délicate? C'est sûr qu'à l'intérieur même du conseil, il va y avoir... il y a des gens qui vont se faire leur propre opinion face à ça. Il y a des gens qui vont insinuer un lien, mais Alain va rester Alain. Alain a un travail, selon lui, a un travail à faire et Alain va rester Alain Laplante. Il va venir dans le conseil, il va faire ses actions. Je fais partie et j'ai été élu dans son équipe. Puis actuellement, je suis sur le conseil. Donc, c'est sûr que j'ai des intérêts à protéger. Ça crée certaines difficultés dans le conseil, oui, mais je pense que je reste quand même Yann Langlois, non pas Alain Laplante. Bon, parce que vous dites donc lié, mais pas attaché nécessairement. attaché. D'ailleurs, il y a eu plusieurs décisions sur lesquelles même certains se seraient attendus que par idéologie de l'équipe, vous auriez voté contre. Finalement, vous ne l'avez pas fait. Oui. Vous êtes plutôt solidaire des décisions qui se prennent au conseil, là. Oui. Bien, solidaire des décisions Que ce soit le budget, que ce soit même dans le dossier du complexe sportif au début. Oui. Vous étiez solidaire de cette décision-là. Pourtant, on aurait pu penser le contraire de par les idées qui étaient véhiculées par l'équipe d'Alain Laplante. Au niveau du budget, le premier exemple, j'étais le seul qui... Écoutez, le budget nous rentre le 3 novembre. On a à peu près 3 semaines pour rentrer, je veux dire, dans notre premier mandat. J'étais le seul à voter contre. Puis enfin, ils m'ont dit, écoutez, on va le regarder, Yann, au courant de l'année, tout au long étudié. Puis à partir de là, bien, si c'est cette façon-là, je veux dire, écoutez, je vais le regarder. Mais j'étais le seul à être contre l'ensemble. Tu sais, au départ. Au départ, si j'avais une réticence, vous êtes rallié à la fin, puisqu'on a fait certaines modifications. Est-ce la même chose dans le cas du complexe sportif? Non, le cas du complexe sportif, au niveau de l'équipe, puis au niveau du mandat, c'est sûr qu'il y avait certaines questions au niveau financier et tout ça, mais sauf que lorsqu'on prend un dossier en main et qu'on l'étudie du début jusqu'à la fin, ça nous permet aussi d'avoir une opinion différente. Le quartier Prévert, Normandie-Ouest, c'est un quartier qui est principalement tout bâti. Oui. Il ne reste pas vraiment de terrain à développer. En tout cas, s'il en reste, il ne doit pas rester gros. Là. Non, il ne doit pas rester c'est gros. quoi les enjeux de ce quartier-là? Les enjeux de ce quartier-là, un des premiers gros enjeux, c'est Bernier. Oui. Le Grand Bernier est une situation dans laquelle vous me demandez une des réalisations. Tantôt, vous m'avez posé la question, je peux en revenir à là. Le Grand Bernier, c'est une des premières choses que j'ai attaquées. Le Grand Bernier est d'une situation qui est vraiment pas très, très jolie. Puis actuellement, ça nous a permis, j'ai été capable de débloquer à l'intérieur même du conseil des budgets pour être capable d'étudier au moins le Grand Bernier de Homer Marcil jusqu'à
jusqu'au boulevard Saint-Luc, pour être capable d'avoir et d'offrir aux citoyens qui vivent là, en Prévert, d'avoir quelque chose qui sont accessibles, qu'on pense aux cyclistes, qu'on pense aux piétons, puis qu'on pense aux citoyens aussi en même temps qui paient les taxes dans ce secteur-là. Bon, ça, c'est principalement pour la partie Prévert. De l'autre côté, pour la partie Normandie-Ouest, je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui se questionnaient sur la pertinence ou non d'installer un panneau d'arrêt à l'intersection Marie-de-Rome et Douglas, donc en face de Racine Chevrolet Buick. Est-ce que ça, c'est dans les cartes en ce moment? Parce que Douglas, c'est quand même... C'est toujours dans les cartes actuellement. On a fait... Point de vue Douglas, au niveau de circulation, on a fait une étude qu'on a réalisée, si je ne me trompe pas, dans la fin mai, début juin, qui nous a permis de savoir que actuellement, au niveau de la vitesse, n'était loin d'être un problème. C'est sûr qu'on a plus de véhicules automobiles, sauf que les citoyens ne se sentent pas en sécurité. Donc là, actuellement, on a fait un changement au niveau lignage pour voir qu'est-ce que ça donne, mais le niveau d'arrêt stop n'est pas fermé. C'est sûr qu'il faut penser au développement de ce qui se passe actuellement à Douglas. Vous avez vu ce qui se passe actuellement à Douglas. C'est un projet, le projet était déjà là. Mon travail, et puis actuellement, ce que je demanderais justement aux gens et aux propriétaires de ce complexe-là, c'est justement de s'assurer, qu'on loue les locaux, qu'on s'assure de regarder puis de faire quelque chose de beaucoup mieux. On vit avec actuellement. Là. À partir du moment où on vit avec le fait qu'on a rasé le boisé, là, et là, c'est une constatation, souhaitez-vous ultimement qu'on finisse par développer les terrains vacants qui sont là? Actuellement, c'est comme je vous dis, c'est que le terrain vacant qui est là, il faut le développer, il faut développer l'autre partie, ce qui va amener une étude de circulation plus approfondie. Actuellement, on a fait une étude de circulation rapide à Douglas. Bien, on fait une demande de revoir complètement tout ce secteur-là pour les deux raisons. Un, développer les terrains restants, et deux, s'assurer de finaliser le coin actuel. Bon, un des projets qui a été avancé par le maire lui-même dans le cas de Douglas, c'est le projet de Jean-François Bessette d'installer peut-être 6 ou 9 salles de cinéma, comme en face du Dairy Queen, là, pas loin du carrefour giratoire. Donc, c'est un développement futur, mesure de rétention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont 10-30 malgré tout pour le cinéma. Vous, êtes-vous favorable à ce projet-là, d'avoir un complexe de cinéma sur Douglas? Écoutez, il faut regarder dans l'ensemble. Il y a deux volets à regarder. C'est sûr qu'on est dans un état embryonnaire. Et pour prendre une bonne décision, il faut regarder les deux choses. Qu'est-ce qu'on va faire si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait avec la Capitole actuelle? C'est quand même une source de trafic excessivement importante au centre-ville. Puis actuellement, vous connaissez la situation du centre-ville. Il faut trouver des moyens d'apporter du trafic au centre-ville, surtout avec l'investissement de 40 millions qu'on vient de faire dans les dernières années et les prochains investissements futurs. Ça, c'est un. Deux, si on amène le cinéma à Douglas, alors quelles sont les valeurs ajoutées et qu'est-ce que ça va nous donner aussi en tant que ville, côté positif? D'un côté ou de l'autre, il y a sûrement des situations et il faut regarder le projet dans tout son ensemble. Donc, votre idée n'est pas encore faite à 100 là-dessus? Non, pas faite à 100 mais il faut s'assurer de prendre la bonne décision pour Saint-Jean. Parce que je peux vous dire que c'est sûr que si vous regardez un aspect, de dire si on fait un 6 salles, au point de vue du déplacement, on est à côté de l'autoroute 35, très accessible. C'est sûr qu'on a des points très positifs pour empêcher la fuite au complexe des 30 et s'assurer qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, on a une salle qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus neuve. Ça, c'est sûr, mais de l'autre bord, il faut regarder tout l'ensemble. M. Langlois, merci beaucoup. Bon mandat. Merci énormément. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le candidat du Parti conservateur aux élections fédérales dans le comté de Saint-Jean. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne.
savez qu'actuellement plane au Canada un parfum d'élection fédérale. D'une part parce qu'on sait qu'il y a une date butoir qui est au mois d'octobre 2015. Cela dit, rien n'empêche quand même le gouvernement d'amender la loi et de devancer les élections. C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines, mais ça, c'est de la stratégie politique. Entre-temps, les partis s'organisent. Vous l'avez vu ici dans la région. Récemment, le député sortant, M. Bramy, a annoncé qu'il ne se représentait pas. Anne Smarotte veut lui succéder comme candidat du NPD. La convention n'est pas encore complétée. Du côté du Parti libéral du Canada, il y a eu convention entre Mme Lebrec et M. Rioux. M. Rioux l'a emporté. Du côté des conservateurs, le candidat s'appelle Stéphane Guinta. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous un peu votre cheminement qui vous mène à vous porter candidat aux couleurs du Parti conservateur. Ça fait depuis 2005 à peu près que je suis assez impliqué en politique depuis mon arrivée dans la région, là, parce que j'ai été à Saint-Jean là, depuis 2005. J'ai passé une dizaine d'années ici. Je suis quelqu'un de la Rive-Sud depuis plus de 30 ans maintenant sur la Rive-Sud, autant dans l'Est, dans l'Ouest que Saint-Jean. Et j'ai commencé à militer justement à Saint-Jean à tous les niveaux, tant au niveau municipal, provincial que fédéral, mais plus dans l'ombre, dans l'organisation, dans les exécutifs locaux. Un peu au niveau national avec le Parti conservateur du Québec, mais c'était un passage, un intérim pour leur donner un coup de main. Donc, là, je sors de l'ombre, dans le fond, puis c'est une première pour moi de me présenter comme candidat officiellement. Bon, est-ce que vous-même, vous avez approché le parti ou le parti vous a approché ou un peu des deux parce qu'on avait besoin d'un candidat ici dans le comté de Saint-Jean? Oui, non, c'est un peu des deux. C'est sûr que j'étais sur l'exécutif local aux dernières élections avec le Parti conservateur pendant un certain temps pour leur donner un coup de main dans l'organisation. Donc, c'était naturel, les liens. Donc, il y a eu un appel, il y avait de l'intérêt de mon côté. La fenêtre au niveau de famille, carrière était appropriée dans les circonstances, alors qu'il y a 4 ans, c'était une autre réalité. Donc, cette fois-ci aussi, la conjoncture m'apparaît fort différente, compte tenu là, des résultats et des succès du Parti conservateur qui, je pense, a fait ses preuves là, envers et contre tous, je dirais. Ouais. Mais les réalisations sont là. Et puis, je pense qu'il est grandement temps que Saint-Jean ait quelqu'un à la table du gouvernement. Et je pense que la fenêtre d'opportunité se présente et je pense que c'est le tour des conservateurs. La dernière députation qui a représenté le Parti conservateur à Saint-Jean, il faut remonter en 84 avec André Bissonnette, qui était ministre, suivi de Clément Couture jusqu'en 93. S'en est suivi 18 ans de Claude Bachand, qui représentait le Bloc québécois, mais la majorité des comtés au Québec étaient représentés par le Bloc. Là, il y a eu une vague du NPD la dernière élection avec M. Layton. Exact. Le comté de Saint-Jean est représenté par M. Bramy. Le contexte a changé. Là, le Parti libéral a un nouveau chef là, qui semble plus charismatique, évidemment. Comment entrevoyez-vous donc cette campagne électorale où on a toujours l'impression qu'au Québec, c'est pas facile pour le Parti conservateur? Bien, pas facile. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi parce que moi, en tout cas, de plus en plus, là, je parle à mon entourage, ma famille, mes amis, dans mon milieu professionnel, quand on leur parle des réalisations du Parti conservateur, personne n'a à dire rien contre le gouvernement. Tout le monde reconnaît que c'est probablement le meilleur gouvernement qu'on a eu dans les dernières décennies, en tout cas au plan économique. Et à divers autres plans, au niveau des familles, au niveau de la taxation, le fardeau fiscal, je pense qu'il n'y a rien à redire. Il y a comme une espèce de résistance parce qu'on sent que c'est des gens de l'Ouest, puis on est peut-être plus habitués de voter pour des chefs québécois. Mais je pense qu'il faut prendre notre place autour de cette table-là puis donner une couleur québécoise aussi au Parti conservateur puis que les gens s'identifient. Et je pense que les gens réalisent de plus en plus que c'est la voie à suivre. Et en tout cas, certainement pour Saint-Jean, avec toute la présence des institutions fédérales qui sont ici et qui sont bénéfiques pour la région, c'est clair. Je pense qu'on a intérêt à être là pour maximiser nos opportunités. Ça m'apparaît très évident. Aux dernières élections fédérales, le Parti conservateur a fait élire, dans le fond, une poignée de députés au Québec qui sont ministres, là, principalement. M. Lebel, M. Paradis, M. Bléné, Maxime Bernier, M. Gourde également, qui représente là, dans la région de Québec. Oui. Est-ce que le Parti conservateur, dans le fond, a besoin peut-être davantage de porte-voix? Comme vous dites tantôt, peut-être que le lien affectif peut-être entre les Québécois et M. Harper, est-ce qu'il y a un enjeu de communication? Est-ce qu'il y a un enjeu d'attachement à développer ou d'avoir davantage de porte-parole et de figures dominantes au Québec pour parler là, du Parti conservateur? Peut-être, mais je pense qu'on n'est plus là.
Je pense qu'on n'est plus là. Je pense que les gens ont grandement réfléchi là-dessus. Entre autres, au sujet de l'ouverture des conservateurs, au sujet de la réalité ou de l'identité québécoise, il y a toujours eu un lien naturel entre le Québec et les conservateurs. On se rappelle de l'époque du beau risque avec Brian Mulroney. Et ça, je pense que les gens le réalisent les efforts de M. Harper de se rapprocher aussi de la communauté québécoise de plus en plus. Mais bien sûr, il y a lieu de donner une couleur québécoise à ce parti-là, et c'est certainement pas en étant dans l'opposition qu'on va donner cette couleur-là. Mais je suis d'accord avec vous, plus il y aura de représentants significatifs au Québec du Parti conservateur, et plus les gens vont se sentir impliqués. Sentez-vous que votre chef a changé, évolué? Même, je regardais évidemment les tristes événements des dernières semaines, autant ici qu'à Ottawa. M. Harper, quelqu'un quand même d'assez froid là, de nature, mais je l'ai senti touché, émotivement. Et ça, c'est un aspect de M. Harper que moi, je n'avais pas vu avant. Bien, peut-être que ça se manifeste plus en raison des événements qui viennent tous nous chercher là, actuellement avec ce qu'on vit avec nos militaires. Et puis, bon, mais il ne faut pas penser que si quelqu'un est pragmatique, il peut donner l'air froid ou austère, mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de sensibilité. C'est à chacun d'exprimer sa sensibilité. Moi, je pense que M. Harper est un homme authentique, vrai, puis ses sentiments sortent lorsqu'ils ont à sortir. Parlez-nous de vous maintenant. Quelles sont vos expériences professionnelles? Bon, en ce moment, vous occupez un poste à la Ville de Châteauguay, c'est bien ça, en ressources humaines? Oui, moi, je suis un gestionnaire de carrière en ressources humaines, un finissant de relations industrielles de 1989, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec et aussi avocat et membre du barreau, là, qui était une deuxième formation dans mon cas. Donc, j'ai agi comme directeur des ressources humaines autant dans le privé que le public, dans des entreprises d'assez grande envergure. J'étais à Longueuil même, Châteauguay, un bout de temps dans le secteur manufacturier chez Kruger. Donc, j'amène avec moi un bagage d'expérience puis de connaissances en gestion des ressources humaines, mais aussi quelques postes intérimaires en direction générale. Donc, je suis un gars vraiment d'objectifs et de résultats. Évidemment, j'aime beaucoup les gens parce que j'aurais pas fait plus que 25 ans en ressources humaines, mais je ne fais pas juste aimer les gens. Je suis un gars qui livre des résultats. J'aime me fixer des objectifs audacieux, puis amener les gens vers ces objectifs-là. Donc, et là, vous êtes à la Ville de Châteauguay depuis combien de temps? Depuis 2010. Depuis 2010, comme directeur? Comme directeur des ressources humaines. Directeur des ressources humaines. Un peu l'équivalent du directeur des ressources humaines de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. C'est le même poste. Exactement le même genre de travail, oui. Bon. C'est quoi la différence entre le public et le privé? Vous qui avez vécu les deux. Bien, ça dépend si on le regarde sous quels angles. Surtout que là, il y a des gros enjeux de fonds de pension dans le municipal. C'est ça. C'est sûr que le rapport de force est bien différent dans le privé par rapport au public. Une ville, ça ne ferme pas, comme on dit. Donc, ça a une certaine pérennité dans le temps. Donc, les relations de travail s'organisent très différemment dans le public par rapport au privé. Et ça, je pense, c'est une grande dimension de la gestion des ressources humaines. Mais il y en a d'autres. Il y a la réalité du profit qui est dans le privé et qui n'existe pas dans le public en tant que tel, quoique on doit bien gérer les deniers publics. Là. Bon, même si vous travaillez à Châteauguay, vous l'avez dit d'entrée de jeu, donc vous avez habité ici pendant près de 10 ans, de 2005 à aujourd'hui. Ça fait que quelques mois, je pense que vous êtes Je suis encore propriétaire d'une maison. Là, mais vous êtes encore propriétaire d'une maison à Iberville. Oui, exactement. Parlez-nous un peu de l'attachement et de la connaissance que vous avez du milieu ici. Bien, j'ai une excellente connaissance de la Rive-Sud en général. Je connais les grands trois pôles pour avoir travaillé longtemps, une quinzaine d'années à la Ville de Longueuil, puis j'ai même vécu les fusions puis tout ça. Ensuite, je connais bien l'Ouest parce que j'étais à Châteauguay et depuis une dizaine d'années, Saint-Jean. J'aime beaucoup la Rive-Sud en général. J'ai un attachement particulier envers Saint-Jean, qui est un pôle, à mon avis, un pôle trop modeste, un pôle qui devrait s'affirmer davantage,
Il y a une réalité aussi ici qui est différente du reste de la Rive-Sud, dans le sens où la proximité de Montréal est sûrement un peu moins importante, là. Il y a une réalité locale. Les gens aiment vivre ici, aiment travailler ici. Ils considèrent même Montréal comme étant leur banlieue Oui, c'est plutôt vrai. que le contraire. C'est bien dit. Et j'adore cette réalité-là. D'ailleurs, j'ai acheté un terrain dernièrement à Clarenceville parce que ça fait partie de mes projets de retraite. Donc, je connais non seulement Saint-Jean, mais toute la région jusqu'à Lacolle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, Saint-Jean est devenu une ville-centre depuis les fusions, la fin des années 90, comme on sait. Il y a eu encore cette mentalité-là du chacun pour soi, mais je pense qu'on est rendu avec une véritable ville-centre. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres municipalités jusqu'à Lacolle d'un côté et jusqu'à la Prairie de l'autre. Puis bon, je connais très, très bien là, la réalité de la circonscription. M. Guinta, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. On aura l'occasion de se reparler là, quand on sera dans le feu de l'action en pleine campagne électorale. Merci. Très bien. Reste avec nous au retour, c'est le Babillard quotidien. On vous rappelle que vous avez encore quelques semaines pour participer au concours de photos Zoom sur mon patrimoine. Pour information, soit au richelieu.qc.ca ou sinon même le site web macculture.ca. Donc, pour participer à ce concours, à chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, 3 500 $ en prise chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30. C'est en direct au câble 9. Pour connaître la liste des dépositaires, pour acheter vos livrets, vos cartes de bingo, faites tvhr9.com ou 358-1912. Le prochain rendez-vous pour ericlatour.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye.